proposons d'écouter dans un instant le sociologue Antonio Casilli à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 septembre 2020, pour son livre « En attendant les robots », publié au Seuil Éditions. La rencontre avait lieu dans le cadre du week-end Venir à l'Histoire, les 25 et 26 septembre 2020. Merci d'avoir bravé je ne sais quelle pluie, quel vent. Voilà quelques mots d'accueil et pour ce début d'après-midi de la deuxième journée de notre reprise de l'histoire à venir que nous aurons collectivement intitulée Venir à l'Histoire. Là, on laisse l'histoire un peu de côté, mais enfin, on rentre plus exactement dans une nouvelle avec Antonio Casilli. Je voulais dire combien nous devons aux éditions du Seuil la possibilité d'avoir accueilli un certain nombre de chercheurs et un certain nombre des auteurs de cette maison à l'occasion on va dire, ou autour des publications des deux premières livraisons d'une chose qui ne s'appelle pas une revue, que la maison a voulu appeler des cahiers. Et bon, on va souhaiter... alors, je ne sais pas s'il faut souhaiter une longue vie à ces cahiers, parce que ces cahiers sont publiés eux-mêmes à l'occasion de ce qui nous arrive à tous, hein, et qui provoque voilà, que nous sommes masqués. Pour autant, comme ces cahiers sont le lieu d'une réflexion collective, on va dire, hein, de chercheurs de tous horizons et dans tous les domaines. On avait hier un sociologue, une sociologue, un philosophe, un historien, et donc comme ces cahiers vont accueillir plein de disciplines différentes, je crois qu'il serait souhaitable qu'ils durent. Bon, pour autant, il est aussi souhaitable que bientôt nous puissions vous revoir, Antonio, avec Michael Fossel, avec Céline Spector et avec François-Xavier Fauvel qui a animé cette soirée hier, ou Claire Jude qui sera là tout à l'heure au Théâtre Garonne en conversation avec Quentin Deluermoz, qu'on puisse vous accueillir démasqué, sans robot, le moins possible, et démasqué. Voilà, donc je remercie à nouveau la maison qui est la vôtre, puisque vous éditez au Seuil, d'avoir permis ces rencontres. Souhaitons aussi que le public, celui qui m'entend ici, bien sûr, mais lui il est déjà là, mais celui qui m'entend dans le podcast à venir, choisissent de continuer, de faire vivre la ville. C'est compliqué de faire vivre la ville et de parcourir l'espace public, mais je crois qu'il ne faut pas démissionner. En tout cas, vous avez accepté, Antonio, de venir nous rejoindre en dépit des distances depuis l'Italie, des distances depuis Paris. Donc mille merci d'avoir été là hier soir au Théâtre Garonne et d'être là aux côtés de Jacques Rochefort pour cet entretien auquel le public sera convié de participer. Voilà, Jacques, c'est à toi de prendre la parole, donc je te tends le micro. Merci d'être là. Je crois que Christian vient de le dire. Merci, Antonio Casilli, d'être là. Je rappelle que nous nous retrouvons dans cet après-midi autour de l'ouvrage édité au Seuil, dans la couleur des idées, qui s'intitule « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Alors, je rappelle que vous êtes sociologue, que vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. Alors, entre-temps, il a changé de nom, donc ça s'appelle Télécom Paris sans le tech. Télécom Paris sans le tech, donc chercheur associé à l'EHESS, que vous avez publié notamment les liaisons numériques au Seuil en 2010, et avec Dominique Cardon, qu'est-ce que le digital labor à l'INA. L'ouvrage qui nous réunit ici aujourd'hui, dans le cadre de l'histoire à venir qui s'est rebaptisé « Venir à l'Histoire », j'ai bien aimé le titre parce qu'il a évoqué chez moi un imaginaire beckettien, en quelque sorte, où vous évoquez, à travers cette
question de la digitalisation presque, et le doigt, le digitus, qui fait le clic, à travers un livre, je dirais, dense, que j'ai pris du plaisir à lire, même si, comme on l'on dit, parfois il faut s'accrocher, comme l'on dit, qui est agréable, qui est foisonnant. Il n'y a qu'à voir l'appareil critique à la fin de cet ouvrage, et qui est une puissante, je dirais, réflexion philosophique et sociologique. Alors, ce livre nous rappelle que derrière ce que vous appelez l'intelligence artificielle, il y a toute une série d'individus que l'on appelle les tâcherons du clic, et que cette fameuse technologie est souvent représentée par des humains sous-payés. Elle pose aussi la question donc de la destruction ou du déplacement de certains emplois et questionne la notion du travail, puisque le grand débat, un des grands débats du jour, c'est est-ce que les machines peuvent se passer du travail humain ? Elle renvoie aussi à cette question. Vous nous montrez aussi quelque part que les solutions intelligentes ne sont pas si intelligentes que ça, lorsqu'on y regarde de plus près, et que parfois les machines peuvent cacher une idéologie bien dangereuse. Donc vous démystifiez et vous analysez beaucoup tout ce que l'on appelle les GAFAM. Je prendrai uniquement l'exemple de Uber avec sa fameuse voiture autonome, on aura l'occasion d'y revenir. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le chauffeur ne s'appelle plus un chauffeur maintenant, mais c'est un opérateur de conduite. Donc de cette démarche, de cette intelligence artificielle naît peut-être un nouveau capitalisme qui questionne aussi la démocratie. Et donc, vous montrez beaucoup que derrière les algorithmes, il y a des petites mains. Et donc, je serais tenté de vous dire et de vous poser la première question, un peu, qu'avez-vous donc, je dirais, voulu montrer à travers de cet ouvrage, je viens de le dire, mais aussi, quelle est au fond l'idéologie de l'intelligence artificielle, si elle en a une ? Merci, Antonio Caselli, d'être avec nous. Merci à vous, merci à Jacques pour la question, merci à vous toutes et vous tous d'être ici, malgré l'heure qui se prête plutôt à la digestion, peut-être. Mais disons, pour répondre à la double question, qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? J'ai voulu montrer que, d'un certain point de vue, dans nos critiques actuelles de l'intelligence artificielle et de ses effets sur la société, sur l'économie, sur le travail, on se trompe de combat. On se trompe d'objectif dans nos luttes, parce qu'on s'attarde justement sur deux questions qui reviennent depuis plusieurs décennies. La première question est celle du niveau, du degré d'intelligence des intelligences artificielles. Et donc on s'attarde, on s'efforce de critiquer cette prétendue intelligence. Franchement, je ne suis pas intéressé par la question. C'est une question qui évidemment a été abordée par des tas de philosophes, à commencer par Searle, Judea Peirce récemment, même si lui-même il est plutôt un ponte de l'intelligence artificielle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la critique de l'artificialité de l'intelligence artificielle. Donc c'est une manière de recentrer le débat et le combat autour du deuxième terme de l'équation. Et après, l'autre objectif sur lequel on a concentré les efforts de la critique universitaire et aussi des combats politiques, si on regarde par exemple l'action de certains syndicats au niveau national et international, de certains législateurs et pourquoi pas aussi de certains opposants des milieux industriels de l'intelligence artificielle, on s'est concentré sur les effets de l'intelligence artificielle et donc cette prétendue, cette prophétique, cette dystopique vision selon laquelle
on ferait face à un grand remplacement des êtres humains par les machines. Donc évidemment, je mets ça entre guillemets, et si je pouvais ajouter des guillemets noirs pour le mépris que j'ai vis-à-vis de ce type de formulation des grands remplacements, qui évidemment renvoient à une vision très droitière, extrêmement droitière, voilà. C'est pas ça le problème auquel on fait face. On fait face au contraire à une situation de invisibilisation du travail. Le travail humain ne disparaît pas, mais il est rendu invisible. Il est rendu invisible dans la mesure où, depuis au moins 2 décennies, on nous présente et on nous propose des technologies qui existent déjà. Hein. C'est pas le robot translucide que vous voyez dans les récits ou sur la couverture des livres de science-fiction, ou plus récemment sur la couverture des magazines grand public. C'est pas quelque chose qu'on doit encore attendre. C'est pas une intelligence artificielle qui va se manifester en 2030 ou en 2040. On a déjà des intelligences artificielles dans nos poches. Si vous avez Siri, si vous avez Cortana, c'est déjà suffisamment intelligent et c'est artificiel dans la mesure où on peut se permettre aujourd'hui d'avoir de l'artificialité, mais malheureusement, derrière, il y a des êtres humains, il y a du travail vivant. Et c'est ça le dernier élément de ma réponse. Ce livre est une manière aussi de porter une hypothèse, qui est plutôt une thèse, selon laquelle il n'y a pas de travail mort, pour reprendre cette opposition qui évidemment renvoie à Marx, mais aussi à David Ricardo et d'autres théoriciens du premier industrialisme, qui disaient grosso modo, oui, bien sûr, il y a le travail vivant, le geste productif de l'ouvrier, du travailleur, et en même temps, il y a une manière de cristalliser, de figer ce geste productif dans la machine. Dans le moyen de production, dans l'instrument technique. La question est que nos instruments techniques, finalement, demandent énormément de travail vivant pour pouvoir marcher. Ces assistants virtuels que nous avons dans nos poches, bien sûr, se présentent comme des logiciels capables de prendre des décisions à notre place de manière autonome et en s'appuyant sur des données, mais en réalité ont besoin d'énormément de personnes qui poussent derrière. Et qui sont-ils, elles ? Ces personnes ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des développeurs, ne sont pas des sublimes du code. Ils sont, au contraire, des personnes qui sont payées souvent à la tâche, à la pièce, pour, par exemple, écouter certaines de nos conversations et donner un petit coup de pouce à l'assistant virtuel lorsqu'il se trompe dans le choix de la bonne photo à envoyer à votre grand-mère ou dans le choix de la bonne pizzeria à laquelle commander une pizza pour ce soir. Et cela arrive. Et cela, évidemment, est toujours présenté quand la presse ose le présenter, voilà, est toujours présenté sous l'angle du scandale. Voilà, on a découvert qu'on nous espionne, etc. Malheureusement, c'est pas un scandale. Surtout, c'est pas quelque chose de scandaleux au sens de une exception. Malheureusement, c'est systématique. C'est pire, c'est systémique. Ce système d'intelligence artificielle ne fonctionne pas si elle ne s'appuie sur des personnes qui, à longueur de journée, traitent vos données. Et quand je dis traite vos données, il s'agit souvent de les classer, souvent de les enrichir, souvent de les trier. Pensez, je vous donne un autre exemple, aux intelligences artificielles qui filtrent, par exemple, les contenus problématiques sur des plateformes sociales comme YouTube, comme Facebook. Pourquoi y a-t-il pas de porno sur Facebook ? Non pas parce que les êtres humains n'osent pas mettre en ligne sur leur page Facebook leurs pires fantasmes et désirs. Au contraire, il y a toujours un pourcentage souvent important de personnes qui sont prêtes à le faire, mais parce qu'il y a un dispositif qui filtre ces contenus. Et ce dispositif a été longtemps présenté au fait par Mark Zuckerberg et les cadres de Facebook comme une intelligence artificielle, mais plus récemment, ils ont dû admettre que c'était des équipes. Alors, c'est une manière, encore une fois, d'euphémiser le travail humain. Ce n'est pas
des 10 000 personnes qui sont à Barcelone dans un bâtiment très précis qui s'appelle la Torre Gloriès, ou à Cork en Irlande, ou à Manila aux Philippines. C'est nos équipes qui, à longueur de journée, encore une fois, regardent ce que vous postez et sélectionnent ce qui est adapté et ce qui n'est pas adapté. Donc des contenus trop violents, trop insultants, ou qui relèvent de complotisme, fake news, infox, ou évidemment pornographie, quoique ça se discute après. Vous avez évidemment eu vent des polémiques qui concernaient la classification comme pornographique de certaines œuvres d'art. Voilà. Tout ça, évidemment, fait partie de une tentative presque historique de faire passer un jugement humain comme un jugement artificiel, finalement. Voilà. C'est vrai que vous montrez très bien, dans votre ouvrage, d'ailleurs ça s'ouvre sur Madagascar, par exemple, comment des villages africains ou des villages ou ailleurs, ou en Asie, ou autres travaillent, ou des gens travaillent longtemps d'ailleurs, sont exploités, si je puis dire, à soit détourer des images, soit... Et alors ces gens-là, ils sont sélectionnés comment ? Ces gens-là sont... Alors, souvent, ils sont sélectionnés selon des critères qui peuvent être assez opaques, difficiles. Parfois, c'est sur une base linguistique. Donc le fait d'être un locuteur d'une langue, parfois même d'une langue locale, peut vous qualifier pour effectuer du micro-travail, c'est ça en l'occurrence, qui permettrait par exemple d'entraîner une intelligence artificielle qui parle cette langue-là. Alors de ce point de vue-là, le cas encore une fois des assistants vocaux colle très bien à cette situation. Voilà, si vous êtes un locuteur de français québécois, vous avez des chances d'être sélectionné pour entraîner une intelligence artificielle qui est vendue, mise sur le marché dans la province du Québec. La même chose pour des personnes qui parlent avec des accents régionaux en France, ou qui parlent avec un accent en étant en France. Voilà. Donc parfois le critère est tout à fait contingent. Parfois le critère semble ne pas être... parfois ces personnes ne sont pas recrutées selon des critères précis. Et là, on tombe dans une sorte dans un type de travail du doigt, de digital labor, travail du clic finalement, qu'on appelle souvent le travail des foules, le crowd work en anglais. Le travail des foules veut dire tout simplement que vous cherchez vraiment à avoir une foule de personnes, un nombre important de personnes dont les caractéristiques ne sont pas connues à l'avance, pour chercher à mettre en place un système qui soit le plus possible aléatoire. De cette manière, ce que ces personnes vont produire en termes de clics, en termes de choix, en termes, encore une fois, s'il s'agit d'enregistrer une voix ou alors de prendre une photo, voilà, sera plus ou moins représenté par une distribution normale. Donc, normalement, vous allez avoir, grosso modo, des valeurs qui se concentrent autour d'une moyenne. Je me rends compte que je suis en train de me lancer dans un truc de statistique, donc j'arrête tout de suite. Bref. En moyenne, vous allez avoir quelque chose qui représente un ensemble de la population, par exemple dans certains pays ou d'une certaine ville ou dans certains marchés, par exemple parmi les utilisateurs de telle ou telle technologie. Donc parfois le critère est complètement difficile à décider. Et cependant, ceci veut dire aussi qu'il n'y a pas une logique par qualification qui régit ce type de travail, ce type d'activité humaine. Et ceci nous éloigne énormément de la manière très continentale européenne et très française en particulier d'envisager le travail comme quelque chose qu'on apprend à l'école, une filière. J'ai fait normal sup, je sais pas, serrurerie, et après je peux être serrurier. J'exagère visiblement, mais pas trop. Et donc du coup là, c'est une situation qui nous met face à la possibilité de recruter des personnes qui n'ont jamais reçu une formation spécifique, qui ne peuvent pas, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant en termes de la protection de leurs droits,
aspirer à une carrière dans un certain métier. Donc on nous éloigne de certaines postures qui avaient régi la société salariale telle qu'on l'avait connue jusque-là, et pour cause, parce qu'au fait, ces personnes ne sont pas salariées dans la plupart des cas. C'est des personnes dont le contrat n'est pas un contrat de travail au sens classique, c'est pas un emploi formel, c'est des personnes qui sont recrutées via des plateformes auxquelles vous accédez en signant des conditions générales d'usage comme celles que vous avez à chaque fois que vous allumez votre smartphone ou utilisez une plateforme. En plus, ça peut être des plateformes qui sont des prestataires de services, d'autres plateformes qui, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est très, très, très opaque. Et d'ailleurs, vous expliquez bien que Amazon, Uber, Airbnb, Deliveroo, par exemple, ne parlent pas de salaire. Souvent, c'est le complément de revenus qui revient. Oui. Disons que ce livre est aussi un effort de systématisation d'un domaine de recherche qui, soyons clairs, existe depuis 20 ans. Donc même avant l'arrivée de la manifestation actuelle des plateformes comme les Facebook, les Google, les compagnies, on avait déjà commencé à réfléchir au travail digital. Et j'insiste digital parce que là, c'est vraiment une référence au digitus qui clique, au doigt qui clique, et non pas numérique. Ce n'est pas une référence au numérus qui serait donc effectivement le côté mathématique et le côté sublime. Là, on n'est pas en train de regarder le travail des ingénieurs. Par contre, depuis 20 ans, on se concentre sur ce travail qui est un travail sous-rémunéré, informel, invisibilisé, etc. Et donc, mon effort dans ce livre, c'est de proposer 3 grandes familles de ce travail. Donc, la famille du travail à la demande, c'est les Uber, c'est les Airbnb, c'est les Deliveroo. C'est des activités qui sont très visibles. On les voit dans nos rues. Et pourtant, une partie importante, jusqu'à la moitié de leur travail, est un travail invisibilisé parce que c'est le travail de production de données. À chaque fois qu'un livreur express se pointe sur son application, lui, il produit des données. Et donc, cette partie est invisibilisée. Après, deuxième famille, il y a tous les ouvriers du clic, celles dont on a parlé jusque-là, ceux qui écoutent nos conversations, ceux qui modèrent nos contenus, mais aussi ceux qui entraînent les intelligences artificielles, c'est des personnes qu'on ne voit pas souvent parce qu'ils sont dans des pays tiers, donc Madagascar pour la France, ou enfin, d'autres pays d'Afrique pour les entreprises françaises et francophones, mais évidemment ça peut être l'Inde pour les pays anglophones, ou l'Indonésie, la Chine pour le marché chinois même, et ainsi de suite. Donc on ne les voit pas. Et troisième famille, là c'est le travail qui est vraiment le plus invisible et le moins payé au fait, parce que c'est un travail qui devient progressivement le travail des producteurs de contenu et de moyens que nous sommes toutes et tous sur les plateformes sociales. Donc un influenceur, un producteur de contenu sur YouTube, mais aussi là aussi des producteurs de clics dans ce qu'on appelle les click farms. C'est des personnes qui font des faux clics ou des faux followers pour Instagram, pour TikTok et compagnie. C'est un métier, ça existe, mais encore une fois, on ne le voit pas, et c'est un peu le secret noir du marketing actuel. Comment ils font pour avoir de la viralité pour un message publicitaire de Coca-Cola qui vient d'être publié il y a 2 minutes, et il y a déjà 2 millions de personnes qui ont liké ça. C'est que vraiment les gens adorent Coca-Cola, ou alors tout simplement que tu as acheté avec l'espace pour l'annonce aussi 2000 personnes ou 2 millions de personnes qui d'entrée ont liké. Donc voilà, pour faire court, ces 3 familles, quand même, nous proposent aussi des manières d'encadrer et finalement de rémunérer ce travail qui sont différentes. Alors, en ligne de principe, si on regarde par exemple la première famille, le Uber, c'est quelque chose qui a une certaine vocation à devenir non pas un revenu d'appui plutôt, mais plutôt un revenu principal. Hein. Donc c'est ça au moins en ligne de tendance. Après, à partir de là, ça devient plus complexe, et très souvent, on se retrouve dans des activités qui ne permettent pas
satisfaire les besoins d'un individu ou d'une famille ou d'un foyer, sauf dans des pays en voie de développement ou dans certaines zones de pays émergents. Et là, c'est effectivement la grande différence. Quelqu'un qui travaille, par exemple, pour une plateforme de micro-travail comme Amazon Mechanical Turk aux États-Unis, le fait comme un complément de revenu. Donc, peut gagner en moyenne $2 par heure, mais voilà, ça va faire quelques centaines de dollars s'il a de la chance et s'il est constant à la fin du mois. Quelques centaines de dollars, c'est rien si vous habitez Los Angeles. Par contre, si vous êtes à Hyderabad ou à Bangalore en Inde, c'est déjà mieux. Et si vous êtes à Manila aux Philippines, c'est encore mieux. Et plus vous éloignez, si vous voulez, des États-Unis, et mieux ce type de, et plus intéressant, ce type de rémunération s'avère. Donc on voit. Alors, autre chose, c'est que nous-mêmes, si je puis dire, à travers nos clics, quelque part, alors c'est ça qui est parfois angoissant, je vais dire, nous contribuons aussi à cette intelligence artificielle. Oui. Ça c'est. Alors le fait de contribuer, c'est quelque chose qui est assez avéré, admis par les concepteurs même de ces technologies. Je pense par exemple à, je pense que c'était la leçon inaugurale de Yann Lequin au Collège de France. Yann Lequin est non seulement un informaticien vraiment importantissime dans son domaine, mais en plus c'est quelqu'un qui il est en même temps le chef du centre de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook. Et c'est quelqu'un qui dit d'une manière très honnête que ce qu'il a fait, lui, sa contribution à la discipline est limitée entre 83 et 86. Donc c'était il y a 40 ans, parce que c'est à ce moment-là qu'il a inventé un type particulier d'algorithme qui s'est avéré crucial dans le deep learning, donc dans l'apprentissage profond. Mais depuis, il n'y a pas eu de progrès. La seule chose qu'on a eue depuis, et il l'admet, c'est des données. On a des données et donc on peut tester et faire fonctionner ces modèles mathématiques qu'on avait inventés il y a des décennies. Et donc voilà, ces exemples sont quoi ? Ces exemples, c'est les contenus et les données que nous toutes et nous tous produisons sur des plateformes comme Facebook, pour lesquelles, encore une fois, ce monsieur travaille. Et donc, c'est quoi ? Et comment cette contribution se manifeste-t-elle ? À chaque fois qu'on met en ligne un contenu, par exemple, imaginez, vous prenez une photo de vous-même à la plage ou de votre chat qui joue avec sa baballe chez lui le soir chez vous, vous croyez mettre en ligne la photo d'un chat, mais en réalité, la plateforme Facebook voit les métadonnées qui se cachent, pas derrière, qui sont attachés à cette photo. Donc, il y aura par exemple l'adresse IP qui a transmis l'image, par exemple la marque d'appareil ou du smartphone, l'heure. L'adresse IP, ça peut paraître encore une fois une donnée anodine, mais l'adresse IP est cruciale pour déterminer la zone ou le quartier dans lequel vous habitez. Le quartier dans lequel vous habitez souvent dit qui vous êtes en termes, par exemple, de catégorie socio-professionnelle ou du niveau de revenu. Et pour certains pays, carrément même dit quelque chose de la couleur de votre peau ou alors de la langue que vous parlez. Donc, c'est des données qui permettent ensuite, par croisement et par modélisation successive, de finalement faire émerger certaines régularités qui permettent finalement de prévoir que les personnes qui postent des photos, qui mettent en ligne des photos sur Instagram de leur chat à 21h30, souvent le soir ne sort pas chez eux, donc ils ont plus de 30 ans, ils ont un chat, donc peut-être ils n'ont pas d'enfants, donc c'est des célibataires de plus de 35 ans, ça commence à vous dire quelque chose de très précis qui peut être exploité du point de vue publicitaire,
mais très souvent peut être aussi exploité pour prendre des décisions d'autres types, par exemple, pour proposer à ces personnes d'autres types de services. C'est pour ça que lorsqu'on clique pour commander je ne sais pas quoi, on reçoit des publicités bien ciblées sur des choses qui pourraient nous intéresser, par exemple, qu'on pourrait acheter, qu'on pourrait commander, ainsi de suite. Oui. Donc c'est produit par ce système-là. Oui. Et en même temps, on pourrait commander, mais nous-mêmes, on est commandé par ce système, parce que ça, c'est un autre élément important. Ce travail de l'usager lambda, comme vous et moi, se manifeste aussi de manière très péremptoire, comme une suite de commandes. Si vous y réfléchissez, ça un design des interfaces, on l'appelle des appels à l'action. Les appels à l'action, c'est tout ce que vous trouvez sur les boutons, sur les alertes, par exemple, les messages que vous recevez de LinkedIn. Connecte-toi à ton profil pour voir qui a regardé ton profil. C'est toujours décliné, plutôt conjugué à l'impératif. Connecte-toi, regarde-la et clique ici. Toutes ces enchaînements d'actions, finalement, sont des commandes au sens littéral du terme, et en même temps nous mettent dans une situation d'être aux ordres d'eux, sous les ordres d'eux, donc on est dans une situation de subordination au sens latin du terme, et finalement on se retrouve dans une sorte de subordination technique qui, par contre, n'a pas son pendant dans une reconnaissance du point de vue salarial, du point de vue de nos droits, du point de vue aussi de la reconnaissance de la qualité du travail. Ça remet bien en cause ce qu'on appelle quelque part l'économie collaborative, comme on dit. Et justement, parce que je crois que vous montrez bien dans cet ouvrage que ce qui se passe, c'est quand même une précarisation de plus en plus accrue, puisque le modèle de travail se transforme et que l'on va de plus en plus vers une précarisation avec des tâcherons du clic, je crois qu'on peut les appeler comme ça. Et ça pose le problème de la fragmentation du travail, d'une part. Ça pose le problème aussi, parce que même dans nos métropoles, si je puis dire, on y est soumis, puisqu'il y a quand même pas mal de gens en France qui travaillent pour ces sociétés, si je puis dire. Oui. Donc ça ne se passe pas que dans le tiers-monde, comme l'on disait. Donc ça renvoie à la question de comment s'organiser, si je puis dire, pour les travailleurs et les gens exploités, pour, je dirais, identifier leur adversaire ou les gens avec lesquels ils vont négocier. L'ennemi actuel. Donc oui, non, pour vous donner un peu les coulisses de cet ouvrage, évidemment c'est un ouvrage qui s'intéresse en particulier à l'aspect global et mondialisé de cette économie du clic. À tel point que l'une des rares critiques négatives de cet ouvrage était de quelqu'un qui croyait m'insulter, mais au fait a fait le meilleur compliment de ma vie. Il a dit « Casilli, il n'est autre que l'avatar des subaltern studies à la française, subaltern studies. Donc c'est tout un domaine de recherche de personnes qui, en se concentrant sur des pays comme l'Afrique, l'Asie du Sud, cherchent à porter la voix et à reconnaître les droits de ces personnes qui ont été concernées par des dynamiques historiques de colonisation, d'esclavagisme et ainsi de suite. Donc oui, c'est le but déclaré de cet ouvrage, c'est de montrer effectivement à quel point ce capitalisme des plateformes et capitalisme de l'intelligence artificielle reproduit, amplifie des dynamiques qui sont des dynamiques historiques qu'on croyait avoir laissées derrière nous. Certes, quand même, il y a aussi le fait qu'on est en train de s'autocoloniser dans la mesure où un pays comme la France héberge à lui seul un nombre important de personnes qui sont des micro-tâcherons au sens propre du terme, par exemple des personnes qui micro-travaillent. Seulement les micro-travailleurs en France, selon une estimation qu'on a fait ensuite, sont 260 000 personnes. Les personnes, oui,
ce qui est énorme. Mais si vous, alors encore c'est une du fois, domestic system, en quelque Pardon sorte. C'est du domestic Oui, system. oui. Et même on le l'économie. définissait au XVIIIe siècle. Exactement. En fait, c'est un retour de tout un tas de formes hybrides qui, d'une part, relèvent de l'industrialisme qui ensuite a donné lieu au taylorisme, au Ford au taylorisme, mais aussi certaines formes de ce qu'on appellerait donc le domestic system ou de cottage economy, c'est la même chose, de travailler depuis chez soi pour produire à la pièce pour des entreprises qui sont des intermédiaires vers le marché. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que je récupère ce terme de tâcheron, pas au sens péjoratif du terme, mais pour indiquer le fait que avant 1848, en France, on avait effectivement une très solide économie du marchandage du travail qui était basé sur des personnes qui étaient appelées des tâcherons, des piéçards, des personnes qui étaient payées à la pièce et qui se concevaient d'un certain point de vue, encore une fois, comme des sublimes, mais qui en réalité étaient en train de mettre en place un système d'entre-exploitation entre des ateliers, des personnes qui travaillaient depuis chez eux, et donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on revoit aujourd'hui avec ces systèmes de sous-traitance en cascade qui, par exemple, que sais-je, connectent une entreprise CAC 40 avec une start-up innovante qui est à Neuilly, qui est liée à que sais-je, un petit studio de développeurs qui est à Saint-Denis et qui, par contre, vous renvoie vers Tananarive, à Madagascar. Et donc cette énorme chaîne logistique qui connecte l'Afrique à la France est quelque chose qui finalement produit une chose qui rassemble, ou alors qui a l'apparence de l'intelligence artificielle, mais qui est peut-être intelligente parce qu'il y a de l'intelligence humaine derrière, mais certainement elle n'est pas artificielle. Voilà. Tout à fait. Vous montrez aussi que dans des travaux, ce travail-là, est générateur de grandes souffrances. Oui. Je me souviens, je ne sais pas si certains d'entre vous ici l'ont vu, il y a eu un reportage sur Arte, je crois. C'était au printemps dernier où étaient interviewés des gens, des modérateurs, et notamment un modérateur qui racontait qu'il n'arrêtait pas de voir passer des cadavres ou des tentatives de suicide et tout. Et puisqu'il n'était spécialisé, j'ai l'impression qu'il était spécialisé que sur cette... Et ça le rendait malade, si je puis dire. Oui. Alors ça, c'est quelque chose de très précis, hein. C'est-à-dire dans le domaine général des études sur le digital labor, il y a un groupe de personnes qui s'occupent de la modération de contenu, qui a une activité particulièrement violente, qui expose à des troubles psychologiques, qui ensuite est aussi source de lutte et revendications très avancées aujourd'hui. Hein, si vous voulez, aujourd'hui, parmi toutes les personnes que j'ai citées, ceux qui arrivent à mieux faire entendre leur voix et pour l'instant encore relativement mieux faire défendre leurs droits, c'est deux catégories. Les travailleurs à la demande du type Uber, Deliveroo, parce que là, il y a des syndicats qui s'organisent avec eux et pour eux, ou alors qui sont créés par ces travailleurs mêmes. Et de l'autre côté, les modérateurs, parce que par contre, ils passent non pas par la juridiction du travail, mais par les tribunaux en organisant ce qu'on appelle des class actions, des recours collectifs. Ces recours collectifs, pour l'instant, ont montré effectivement qu'il y a souvent des phénomènes plutôt important et particulièrement douloureux de ce qu'on appelle en anglais PTSD, donc c'est-à-dire de traumatisme post-stress. Par contre, le problème est que les recours collectifs, même s'ils sont présentés dans la presse, toujours sous l'angle de Facebook doit payer 14 millions, mais après c'est 14 millions de dollars à 14 millions de modérateurs. Donc ça fait $1 par modérateur, et en plus si vous enlevez les frais des avocats, ça ne fait pas vraiment quelque chose qui vous permet de payer les soins nécessaires.
Et après, voilà, donc c'est aussi une manière de dire que on est loin, enfin, bien sûr, on est dans une situation dans laquelle on a des phénomènes extrêmes d'exploitation, des troubles, des risques psychosociaux, des troubles qui sont liés à l'activité de ces personnes, et évidemment, le monde du travail qu'ils annoncent, qu'ils préparent et qu'ils mettent en place n'a rien de réjouissant. Mais en même temps, on n'est pas dans une situation de passivité. Au contraire, ces travailleurs s'organisent et les luttes dans certains milieux commencent à devenir quelque chose de très visible et de très important. Parce que la question que je me suis posée en vous lisant, c'est bon, comment on en sort, si je puis dire, si tant est qu'on puisse en sortir, oui, ou qu'on puisse transformer cette situation. Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des ludistes du clic? Est-ce que ça existerait, par exemple? Alors, moi, je vais vous surprendre en disant que je ne suis pas trop ludiste. Non, mais c'est... Non, mais ok. Je me suis posé la question, je n'ai pas dit que vous vouliez dire. Alors, quelqu'un qui a eu une certaine importance dans ma vie intellectuelle, qui était Tony Negri, avait écrit Le domaine du sabotage il y a 50 ans, 60 ans même. Et donc, lui, il était 100% du côté des ludites. Spinoziste. Voilà, spinoziste et ludite. Voilà, le mix mortel. Mais à part ça, si vous voulez, aujourd'hui, la sortie, l'issue possible, que je m'efforce de montrer dans le dernier chapitre, intitulé d'une manière très évocatrice, Que faire, Que faire, oui, voilà, donc c'est... dans ce chapitre, je montre trois chemins possibles, trois issues possibles. La première issue est par, encore une fois, la voie que j'ai déjà indiquée, c'est un mélange de syndicats et de tribunaux. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, à tel point que dans certains pays et dans certains contextes, les revendications des travailleurs du clic portent et réactualisent et réinjectent de l'énergie dans les luttes des autres travailleurs. Ce qui s'est passé avec le Covid en particulier, dans des pays d'Amérique du Sud ou d'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, le Pérou, le Guatemala et l'Équateur, c'est que les livreurs express, qui étaient les seuls finalement qui pouvaient sortir dans la rue, qu'on voyait dans la rue, sont organisés, ont commencé à faire des grèves, et ça a relancé les syndicats d'autres catégories et d'autres métiers. Donc c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement intéressant, dans la mesure où la précarité, mais en même temps le fait d'être à la pointe extrême de l'innovation de ces travailleurs fournit un horizon de lutte pour les autres travailleurs. Après, il y a aussi des solutions qui sont plutôt réformistes, comme par exemple celles qui sont basées sur l'idée de proposer des plateformes alternatives, des plateformes coopératives. C'est extrêmement intéressant, foisonnant. Il y a des plateformes coopératives en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Inde, mais aussi en Amérique du Sud, et quelques-unes commencent aussi en Afrique, surtout en Afrique du Sud. Et en même temps, là, il y a toujours l'enjeu de quel est le positionnement relatif de ces plateformes coopératives par rapport aux plateformes capitalistes. Donc, grosso modo, y a-t-il une marge pour la coexistence, ou alors l'une des deux va survivre? Alors, on espère que ce soit les plateformes coopératives, mais c'est pas certain. Et après, une troisième issue possible, celle qui personnellement m'intéresse parce qu'elle impose une réflexion qui est beaucoup plus poussée, c'est la réflexion sur les comment. Donc, c'est l'idée que ce travail soit une mise en commun d'activités humaines, mais aussi de données, de production humaine, et que donc ce travail demande une rémunération qui soit une rémunération collective sous forme de revenu universel numérique, mais en même temps qui soit capable de nous faire voir qu'il y a un fil rouge qui connecte nos clics ici en France aujourd'hui sur notre tablette le soir en regardant Netflix, mais aussi les personnes qui ont produit la tablette quelque part à Taïwan ou à Guangdong en Chine, mais aussi les personnes qui, à Uyuni en Bolivie, sont en train d'extraire le lithium
qui est nécessaire pour produire les batteries de ces tablettes. Il y a une manière de lier des luttes qui sont des luttes coloniales, finalement. Ça veut dire se réapproprier son propre destin, quelque part. Ou même, si on fait grandiloquent. Plus terre à terre, même tout simplement se réapproprier ces technologies pour effectivement ne pas les subir. Et voilà. Tout à fait. Peut-être on se tourne vers... Peut-être nous allons nous tourner vers les cliqueurs. Alors, je crois que... Alors, Hélène m'avait dit qu'elle ferait circuler... Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut imposer une règle, toujours une question, une femme, un homme, si possible? Eh bien, nous allons l'imposer. Voilà. Bonjour et merci. J'avais une question, vous parliez de la collaboration donc de toutes et tous à cette collection et à ce travail sur les données. Et je me demandais, selon vous, dans quelle mesure est-ce que cette participation à ce travail est consciente et volontaire et dans quelle mesure elle est au contraire imposée à nous et sans tomber dans le complotisme rendu opaque par la complexité aussi de tout ce travail? Oui. Bon, alors, merci pour la question. Ouais. Maintenant, il faut tout désinfecter. Excusez-moi. Non, c'est bien. Alors, merci pour la question, parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur l'un des enjeux d'une controverse qui porte sur le Digital Abort depuis 5 ans, au moins. Avec Dominique Cardon, on avait publié cet ouvrage qui s'appelait, ce petit bouquin s'appelait Qu'est-ce que le Digital Abort, qui était une controverse un peu moyenâgeuse entre deux moi et Dominique Cardon. Moi, il disait, oui, bien sûr, c'est du travail, et lui disait, mais non, c'est de la consommation. Et donc, à part ça, aucun besoin de tomber dans le complotisme. Il y a dans des domaines d'études en sciences sociales, par exemple, ceux qui portent sur ce qu'on appelle le relational work, le travail relationnel, qui semble être le travail de la relation humaine. Non, c'est pas ça. Au fait, il y a une manière du travail de se cacher derrière des relations humaines. Si vous y réfléchissez, même dans les contextes salariés les plus classiques et les plus formalisés, il y a des manières, par exemple, d'insister sur les qualités humaines qui lient tel individu à tel autre individu. Entre collègues, on est aussi amis, on fait aussi la fête ensemble. Donc il y a une manière de superposer des activités qui peuvent être ludiques, qui peuvent être liées effectivement à des formes d'hédonisme, de plaisir qu'on prend d'être ensemble, ou de construction du capital social, au fait de produire de la valeur économique. Rien de surprenant. En même temps, si on l'admet, et on le considère même comme une prise de conscience très saine dans le contexte du travail classique, dans le contexte du Digital Abort, paradoxalement, ça peut paraître... ça a été longtemps présenté comme une idée controversée. Pourquoi? Parce que les plateformes sociales en particulier, je ne parle pas de Uber, je ne parle pas de Amazon Mechanical Turk, mais les Facebook, TikTok, Twitter se présentent et se sont présentés souvent comme des lieux dans lesquels on fait société ensemble. Et fait société ensemble de manière désintéressée. Parce qu'au moment où on est intéressé, on n'a plus son droit d'exister sur certaines de ces plateformes. TikTok, on est tout jeune et on aime danser, mais on n'est pas des danseurs professionnels. Même YouTube, à la limite, il y a cette manière trouble de jouer sur le rôle de l'amateur. Oui, bien sûr, je fais un tutoriel make-up, mais parce que moi, j'aime me maquiller et je peux te donner un tuyau. Mais je ne fais pas ça parce que j'ai un lien commercial que j'ai par contre avec Sephora et d'autres marques. Donc tout ça est une manière extrêmement poussée de, encore une fois, maquiller la relation travaillée en la présentant comme une relation humaine. Et après, à côté de ça, il y a aussi des réflexions qui sont encore plus poussées, et qui portent, par exemple, sur le rôle ou la distribution par genre de ce travail, par exemple, des réflexions qui sont liées à la théorie féministe et qui insistent sur le fait que faire construire, par exemple, une situation de bienveillance ou une situation de care, donc de soin de l'autre, c'est un travail.
Et c'était un travail de reproduction. Et ce travail, historiquement, figurez-vous, n'était pas également distribué entre les hommes et les femmes. Et donc c'est pour, évidemment, certaines personnes qui disent que ce n'est pas du travail. Si vous allez regarder la seule régularité statistique parmi toutes les personnes qui disent que le digital à bord n'est pas du travail, c'est que c'est des mecs. J'ai jamais rencontré une théoricienne féministe ou pas féministe, mais enfin, une personne qui s'identifie en tant que femme, qui disent que non, c'est décidément pas du travail. Voilà. Nous allons remercier Merci à vous. Antonio Casilli. C'était Antonio Casilli, auteur de l'ouvrage En attendant les robots, publié aux éditions du Seuil, invité dans le cadre du week-end Venir à l'Histoire, le 26 septembre 2020 à la librairie Ombre Blanche. Antonio Casilli a aussi publié les ouvrages Les liaisons numériques avec Dominique Cardon au Seuil en 2010 et Qu'est-ce que le digital d'abord chez INA Éditions en 2015.